Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose de continuer à découvrir l'incroyable histoire de maître Louis Vigneron, dit l'homme canon, une aventure, une biographie qui a été mise au point et réussie de haute main par Superfab que vous connaissez, dont vous connaissez la chaîne désormais, je vous conseille toujours d'y aller, bien sûr, bien entendu. Et je vous conseille aussi de nous rejoindre sur le groupe L'Amicale des Arts Martiaux Français sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux. Maintenant, vous connaissez la musique. Tout est dans les descriptions de cette même vidéo. Vous pouvez aussi, bien entendu, rejoindre l'Amicale des Arts Martiaux Français. Mais rejoindre, qu'est-ce que je veux dire par là? Très simple. C'est très simple. Il suffit de nous rejoindre dans l'association L'Amicale des Arts Martiaux Français afin de faire reconnaître et rendre à nos belles traditions martiales la place qui leur est due, elles n'auraient jamais dû quitter. Malheureusement, l'histoire est un peu faire retrouver aux arts martiaux français leur place, donc d'être connus, pratiqués et aimés de tous, ou du moins d'une grande proportion de la population. Donc du coup, rejoignez-nous dans cette association, aidez-nous à faire reconnaître auprès de nos concitoyens l'existence et l'intérêt, surtout l'intérêt de pratiquer les arts martiaux français, que ce soit pour l'entretien physique, le loisir, le fait d'apprendre quelque chose, mais aussi pour l'autodéfense. Et maintenant, trêve de propagande. Il est temps de continuer à découvrir ce fabuleux destin qu'a pu avoir Louis Vigneron, et nous en inspirer autant que possible, en tirer les meilleures conséquences afin de nous aussi pouvoir marquer l'histoire un jour. Allez, c'est parti. En 1854, le boucher donnait des assauts à la salle Valentino. C'est lui qui eut l'idée de mettre en face de Vigneron le fameux boxeur anglais Dixon, qui prétendait battre les boxeurs français avec leurs moyens, c'est-à-dire leurs bras et leurs jambes. Beaucoup d'anciens amateurs ont encore présent à la mémoire le magnifique assaut de Vigneron, tirant à la boxe française contre Dixon à la boxe anglaise dans la salle Valentino. Présent à cet assaut, il nous souvient que dans le vestiaire, avant l'assaut, nous vîmes Dixon, un homme magnifique, de taille et de muscles, paraissant sourire en voyant Vigneron habillé, mais changeant d'attitude lorsque celui-ci mit son torse à nu. Néanmoins, il disait en anglais à quelques-uns de ses compatriotes qui se trouvaient là que Vigneron ne tiendrait pas 3 minutes devant lui. On répéta le propos à Vigneron, qui devint très pâle et paraissait ému. Mais il reprit aussitôt son assurance et ne tarda pas à prouver à Dixon, aux applaudissements frénétiques de la salle, la supériorité de la boxe française sur la boxe anglaise. Extrait. Dixon, boxeur anglais, orgueilleux des succès qu'il avait mérités près du public français, dédaignait les combats qu'à Paris on démontre. Vigneron le premier provoque une rencontre. Chacun des deux tireurs devra, dans ce combat, user de ses moyens pour ce grand pugilat. Des partisans zélés, en eux pleins de confiance, mesurent à prix d'or l'Angleterre et la France. Les juges sont choisis, les champions élus s'avancent sans trembler, bras et poitrine nus. Ils sont fiers et dispos sans signe d'arrogance, respectant en secret leur mutuelle vaillance. Ils se serrent la main, immobiles et froids. Ainsi eussent ces athlètes modèles d'autrefois, l'élégance et la force et leur double partage. Ils ont le même poids et presque le même âge. Dixon, jarre étendu, les bras en raccourci, observe, suit de l'œil les gestes ennemis. Vigneron, de son pied jouant avec adresse, éblouit son rival par sa grande souplesse. En vain, de ses deux bras, il éloigne de lui ce pied provocateur qui toujours le poursuit. Il se découvre enfin en laissant un passage au coup qui lui soufflette au milieu du visage. Bravo pour le français, retentit aussitôt, des camps si différents dans tout Valentino. L'impassible Dixon veut venger sa défaite. Il charge avec transport, toujours le pied l'arrête. Soit au flanc, soit au front, ce pied rapide et fort, du poing bien exercé, paralyse l'effort. Un choc dans l'estomac fait craindre pour sa chute. Jamais riche et lord présent à cette lutte n'avaient pris intérêt aux droits de leur pays, comme ils s'intéressaient à de simples paris.
L'Anglais s'épuise en vain devant son adversaire, qui, toujours souriant, domine sa colère, et finit le combat par le plus brillant coup, qu'il frappe adroitement derrière le cou. Dixon chancelle alors en renversant sa tête, Vigneron, généreux dans sa chute, l'arrête. Le public satisfait proclame le vainqueur, le maire sans rivaux par l'adresse et le cœur. Depuis, l'Anglais vaincu voulait une vengeance. Il choisit pour boxer Rambo, la résistance, qui se sentent battus malgré tous ses efforts, contre les droits prescrits, veut lutter corps à corps. Seul moyen d'esquiver les poings de l'adversaire, dont le bras se démet en mesurant la terre. Les spectateurs surpris, ignorant ce malheur, saluent de leur bravo la chute du boxeur. Vigneron aussitôt s'élance dans la lice, provoquant le vainqueur contre toute justice. Il veut venger Dixon. Rambo, par son refus, semble avouer à tous qu'il se tient pour vaincu. Depuis ce jour, Paris admire un champion. La résistance aussi le voit dans Vigneron. S'il voulait protester qu'il tente l'aventure, le public au plus digne offrira la ceinture. Nous avons vu tirer Vigneron à la salle Montesquieu, à la salle Barthélemy, à la Redoute, ainsi qu'au Vauxhall, avec tous les tireurs de cette époque. Il avait toujours la supériorité sur tous les professeurs prévôts ou amateurs. Blas, l'Espagnol, dit sans pitié, qui était plutôt lutteur que boxeur, était fort brutal. Son emportement et sa violence faisaient que beaucoup de tireurs refusaient de tirer avec lui. Curel, un petit méridional, très leste, mais tireur ordinaire. Gabriel de Nîmes, qui fut tué à la bataille d'Inkerman, était maître au 6e régiment de ligne, un fort et adroit tireur qui fit subir un échec à Hubert Lecourt. Dans un assaut à la salle Montesquieu, il tira avec Vigneron, qui lui infligea une défaite complète. Rambo, dit la résistance, était, par sa force, le seul tireur susceptible de tenir tête à Vigneron. C'était en 1855, pendant l'exposition du Palais de Cristal à Londres, le Boucher, qui a toujours été remuant, était parti pour Londres avec l'intention d'y organiser des assauts. Il avait demandé à Vigneron de venir de suite l'y rejoindre, mais ce dernier, qui connaissait bien son homme, pour être pas trop pressé, partit avec son matériel et se mit lui-même en relation avec un directeur de salle. Ils ne s'entendirent pas et il revint à Paris sans avoir rien fait à Londres. On aurait prétendu que le Boucher, qui flairait une bonne affaire en faisant boxer Vigneron avec les Anglais, le lui aurait demandé et que celui-ci aurait refusé. Ce point, nous n'avons pu l'éclaircir, mais en tout cas, si Vigneron avait refusé, dans les conditions où il se trouvait, il aurait eu parfaitement raison et aurait, en cette circonstance, fait preuve d'une grande clairvoyance. Il a donc été à Londres, sans boxer, ni refusé de boxer. D'ailleurs, Vigneron ne se méprenait pas sur sa valeur en boxe anglaise. Il nous racontait qu'un jour, Cunningham, un boxeur anglais de quelques célébrités, avec qui il était en grande intimité, lui avait dit « Vigneron, votre travail de boxe anglaise est peu sérieux. Si je boxais avec vous, je voudrais vous faire asseoir sur vos banquettes dans les 4 coins de votre salle, et cela dans l'ordre que je vous indiquerai à l'avance pour chacun des 4 coups. »« Ah ben je voudrais bien voir cela, lui dit Vigneron. L'assaut eut lieu aussitôt et Vigneron alla asseoir 4 fois aux endroits désignés son ami Cunningham. En 1856, il ouvrit sa salle de la cité du Vauxhall. Lorsque Vigneron voulut ouvrir sa salle, il eut une affaire avec M. Mirabeau, la terreur de Belleville et du canal Saint-Martin, dont on lui avait conseillé de se concilier la bonne volonté, sans laquelle il aurait été impossible de tenir fructueusement et sans danger une salle dans le quartier. Une entrevue ménagée entre eux se termina par une rixe sans témoin, sur le bord désert du canal. Vigneron invita M. Mirabeau à dîner, lui témoignant ainsi de sa condescendance. Il lui proposa d'abord l'apéritif et pour cela l'amena dans un endroit écarté et lui dit « Mirabeau, c'est ici que nous allons trinquer ensemble ?» Puis il se mit en garde. L'autre, fort surpris mais confiant dans sa grande force, dit « Ah, c'est comme ça ? Eh bien, à nous deux !» La bataille commença. Mirabeau levait les jambes très haut. Vigneron en profita et maltraita tant son adversaire que celui-ci l'assura dès lors de son bon vouloir, mais ils ne se fréquentèrent jamais. Lorsque Mirabeau vint au milieu de ses camarades, les yeux pochés, la figure déformée, ceux-ci lui demandèrent qu'il l'avait arrangé ainsi, lui affirmant que, pour le venger, ils allaient faire l'affaire à l'autre. « C'est Vigneron, dit-il. Il est mon maître et je vous défends à tous de toucher un cheveu de sa tête. Respectez-le comme moi-même, sinon gare à vous !» Ils se le tinrent pour dit et Vigneron ne fut jamais inquiété par eux. En 1858, Vigneron débute à l'Hippodrome, place et avenue d'Eylau, actuellement avenue Victor Hugo, près de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Comme Hercule, il était aussi remarquable que comme boxeur. Cependant, au commencement de sa carrière, il levait si mal un haltère de 44 kg que, pour empêcher la poignée de lui glisser dans la main, il la rayait au préalable à l'aide d'un burin. Par un constant exercice, il était parvenu à développer sa force d'une manière exceptionnelle. C'est à cette époque que nous l'avons connu. Il était dans toute la plénitude de sa force et de son agilité.
Malheureusement, l'objet de son triomphe, le numéro de l'homme canon, fut plus tard celui de son malheur. Ici se place un incident. À une représentation de l'hippodrome, au moment où il tira son canon sur son épaule, un spectateur, négociant en grains à Avignon, tomba en bas de l'estrade où il était placé et se démit l'épaule. Il attribuait cet accident à la bourre du canon qui, d'après lui aurait frappé l'épaule. D'autres prétendaient au contraire qu'il n'avait pas été touché, que la peur l'avait fait tomber à terre et où il se blessa. Des expériences eurent lieu et démontrèrent que la bourre ne pouvait pas porter à cette distance. Il en résulta un long procès que Vigneron perdit. Il fut condamné à 10 000 francs. On vendit son matériel et tout ce qu'il possédait. Son père racheta le tout et le lui rendit. La vie au grand air, 2 février 1902. Les lecteurs se rappellent sans doute l'accident arrivé le 19 septembre 1858 à l'hippodrome, accident dont nous avons rendu compte à cette époque. Monsieur Rimbaud, négociant à Avignon, voulait, comme on le sait, profiter de son séjour à Paris pour voir à l'hippodrome les exercices de l'homme canon. Une pièce de canon était chargée en présence du public au milieu de l'arène. Monsieur Vigneron la prenait sur ses épaules, la portait quelques instants et sur cet affût d'un genre nouveau, un employé mettait le feu à la pièce. Le 19 septembre dernier, la bourre tomba aux pieds de monsieur Rimbaud. Il jeta un cri, pâlit, il avait le bras gauche cassé. Monsieur Vigneron, dit l'homme canon, et monsieur Arnaud, directeur de l'hippodrome, comparaissaient hier à raison de cet accident devant la 6e chambre, cités l'un et l'autre comme prévenus des blessures par imprudence. Le tribunal a condamné l'homme canon Vigneron à 15 jours de prison et monsieur Arnaud à 100 francs d'amende. Journal des débats politiques et littéraires du 10 janvier 1859. Nos lecteurs se souviennent sans doute de l'homme canon qui s'appelait à Douai et à Valenciennes Charles Roussel de Lille, mais qui porte réellement le nom de Vigneron. Ils se rappelleront aussi que l'homme canon, en quittant notre ville, était rendu à l'hippodrome, dans un de ces exercices qui faisaient courir la population parisienne, qui court si vite, mais qu'on rattrape si facilement. Vigneron a dirigé son coup de canon vers le public, et un spectateur, M. Rimbaud d'Avignon, a eu, par effet de la bourre, le bras cassé. Vigneron et M. Arnaud, directeur de l'hippodrome, viennent de répondre de ce fait, qualifié blessure par imprudence, devant le tribunal correctionnel de la Seine. Et c'est dans l'interrogatoire de M. Arnaud que nous trouvons la vérité sur l'homme canon et son tour de force. Voici la partie intéressante de cet interrogatoire. Dès le premier jour de mes relations avec M. Vigneron, dit M. Arnaud, j'ai pris toutes les précautions possibles. Je lui ai dit « Avez-vous une autorisation ?» et quand j'ai eu examiné le canon, je n'ai jamais pu penser qu'un accident fût possible. Ce canon a des formes exceptionnelles. La gueule semble très grosse, mais le tube intérieur va en rétrécissant. C'est comme un entonnoir. Presque toutes les parties sont creuses et vidées. Nous disions au public sur l'affiche qui pesait 450 kg, il n'en pèse réellement que 275. Une charge de plus de 450 grammes de poudre lui fait éclater. Voilà les ficelles que le public ne connaissait pas et qu'aujourd'hui je suis obligé de divulguer. Par l'Industrie du Nord et du Pas-de-Calais, Journal du Commerce et de l'Industrie, Agriculture, Littérature, Beaux-Arts, Sciences, Théâtre, Nouvelles Locales, Feuille d'annonce, le 16 janvier 1859. Un provincial qui n'avait pas voulu s'en retourner dans son pays sans avoir vu les exercices de l'homme canon à l'hippodrome choisit si bien sa place pour ne rien perdre du spectacle de ces exercices que la bourre va le frapper et lui casse un bras. Monsieur Arnaud, directeur de l'hippodrome et Vigneron, l'homme affût, sont cités à raison de ce fait devant le tribunal de première instance sous la prévention de blessures par imprudence. C'est alors que se dévoilent les petites roueries de l'affiche. Monsieur Arnaud s'exprime ainsi. Nous disions au public sur l'affiche que le canon pesait 450 kg. Il n'en pèse réellement que 275. Et monsieur Vigneron ajoute pour sa décharge, sur l'affiche on annonçait une charge de 125 grammes, mais la charge réelle était de 100 grammes. Le tribunal n'a pas trouvé la charge bonne, a condamné M. Vigneron à 1 mois de prison et M. Arnaud à quelques centaines de francs d'amende. Puisse cette leçon leur apprendre à l'avenir à modérer leurs charges. Par le tintamarre, critique de la réclame, satire des pufistes, journal de l'industrie, de littérature, de musique, de mode et de théâtre, le 16 janvier 1859. Nos lecteurs se rappellent l'accident arrivé à l'hippodrome le 19 septembre 1858 pendant les exercices de M. Vigneron, dit l'homme canon. Pendant le cours de la représentation du 10 jours, M. Rimbaud, négociant avignonnais, de passage à Paris, était blessé au bras d'une manière assez grave. Nous avons déjà rendu compte du jugement rendu par la 6e chambre du tribunal de première instance. M. Rimbaud a intenté une action civile en dommages-intérêts contre M. Vigneron, auteur selon lui de l'accident, et contre M. Arnaud, directeur de l'hippodrome, ce dernier comme civilement responsable. Il demandait au tribunal leur condamnation solidaire en 25 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal civil rendit le jugement suivant. Attendu que si l'exercice dit de l'homme canon, auquel se livrait Vigneron dans l'enceinte de l'hippodrome, ne présente aucun danger alors que le canon est dirigé vers le théâtre,
Telle n'était pas sa direction au jour de l'accident dont se plaint Rimbaud. Qu'il est constant, contrairement à ce qui eut lieu aux précédentes représentations, que la bouche avait été ce jour-là tournée du côté des spectateurs. Attendu que, quelles que soient les épreuves ultérieurement faites pour démontrer que, même dans ce cas, aucun danger n'était à craindre, il n'est nullement établi que Rimbaud, placé directement en face, n'ait pas été réellement atteint par la bourre qui a été retrouvée devant lui, et que ce ne soit pas ainsi qu'il ait été blessé. Attendu que la vérification de ce fait importe peu d'ailleurs à la solution de la question de responsabilité, qu'on ne peut admettre que la blessure serait due au mouvement brusque et irréfléchi, qu'aurait suffisamment motivé de la part de Rimbaud la vue de la bourre violemment lancée sur lui, qu'en effet, dans l'une et l'autre hypothèse, l'accident serait toujours le résultat d'un acte d'imprudence imputable à Vigneron et à Arnaud. Attendu, quant au recours en garantie dirigé par celui-ci contre le premier, qu'il n'y a aucune distinction à faire entre eux, que dans ces sortes d'exercices et de jeux plus ou moins dangereux, le directeur d'un pareil établissement doit incessamment veiller, que rien ne peut se faire qu'avec son assentiment, qu'il faut donc, à défaut de preuves contraires, tenir pour constant que si, au jour indiqué, Vigneron a agi ainsi qu'il l'a fait, ce ne peut être qu'avec le concours d'Arnaud, que la responsabilité doit dès lors peser également sur les deux. Attendu, quant aux dommages-intérêts que le tribunal a les éléments pour les apprécier, et qu'il paraît juste de les fixer à 4000 francs. Par ces motifs, condamne conjointement et solidairement Arnaud et Vigneron à payer la somme de 4000 francs à Rimbaud, et, sans s'arrêter à la demande en garantie formée par Arnaud, dit que le montant de la dite condamnation sera supporté entre eux par moitié. Mais condamne vis-à-vis de Rimbaud dépens, dans lesquels entreront ceux de référé et d'expertise. Dit qu'il n'y a lieu à la contrainte par corps. Appel de cette décision a été interjeté d'une part par Vigneron et l'autre par Arnaud. Appel incident a été interjeté par M. Rimbaud. Maître Larnac, avocat de M. Vigneron, a demandé à la Cour de réformation de la décision des premiers juges. Les exercices de M. Vigneron, a-t-il dit, avaient été autorisés par M. le préfet de police. M. Rimbaud n'a nullement été atteint par la bourre, d'ailleurs très légère et sans consistance. La distance qui séparait M. Rimbaud de l'endroit où le canon avait été tiré était de plus de 40 mètres, et la bourre ne pouvait certainement pas aller au-delà de 20 mètres. Jusqu'à ce jour, aucun incident n'est arrivé dans les représentations antérieures. Le rapport de M. Tardieu, expert désigné par ordonnance de référé, indique la cause de l'accident. M. Rimbaud a eu peur, en voyant la bourre tomber à quelques pas de lui, et en reculant, il a frappé violemment son bras contre un poteau qui était derrière. Ce fait ne peut être imputé à M. Vigneron. Maître Lachaud, pour M. Arnaud, a recherché à établir que M. Arnaud ne pouvait être déclaré responsable et être condamné solidairement avec Vigneron, au cas où, à la cour, on croirait devoir confirmer à l'égard de celui-ci la condamnation principale. Maître Cadillat a demandé pour M. Rimbaud la confirmation au principal du jugement attaqué. Quant au chiffre des dommages-intérêts, il doit être fixé à 6000 francs. Et la Cour a rendu l'arrêt suivant. En ce qui touche les appels et la demande en garantie, adoptant les motifs des premiers juges, considérant en outre sur le recours en garantie que si les instructions d'Arnaud dans les répétitions et les représentations antérieures prescrivaient à Vigneron de donner à l'instrument une direction qui en aurait rendu l'usage inoffensif, il est constant qu'Arnaud, au jour de l'accident, a laissé Vigneron exécuter le changement de direction qui a causé le dommage et s'est ainsi associé à la responsabilité. En ce qui touche l'appel incident, adoptant les motifs des premiers juges et considérant néanmoins qu'il convient dans les circonstances de la cause d'ajouter au dédommagement alloué à Rimbaud l'allocation des dépenses de son propre appel, confirme, condamne les appelant aux amendes de leurs appels, et Vigneron et Arnaud, solidairement envers Rimbaud, et par moitié entre eux, aux dépens des appels et demandes. Extrait des coulisses, journal quotidien du 1er septembre 1860. De 1858 à 1859, Vigneron fit une tournée en province, en compagnie et sous la direction de l'inimitable impresario Rossignol-Rollin. Sa pièce de canon l'accompagnait partout. En son absence, son prévôt Lucé dirigeait la salle. Voilà, c'était un gros morceau judiciaire. Nous avons pu voir un petit peu les tribulations de Maître Vigneron face à des espèces d'escrocs qui se font mal tout seuls et qui après portent plainte. Un comportement que l'on peut retrouver parfois de nos jours, comme quoi les époques changent, les formes changent, mais le fond reste le même. Pour ma part, il est évident que Maître Vigneron est totalement innocent et qu'il n'y est pour rien dans la blessure de cette espèce d'escroc d'Avignon.
Maintenant, j'espère que tout ceci vous a plu. Et je vous convie à attendre la prochaine partie, où vous découvrirez d'autres aventures de notre bien-aimé vigneron. Sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.